Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Charles, sondage pas très positif ce matin pour la coalition Avenir Québec. Non, pas positif. La dégringolade de la CAQ qui se poursuit et le Parti québécois qui en profite. C'est ce que révèle ce nouveau sondage léger. Jamais les troupes de François Legault ont eu autant peu d'appui depuis 8 ans. Le parti au pouvoir ne récolte que 21% des intentions de vote. C'est un taux d'appui qui rappelle l'époque où la CAQ était dans l'opposition. Là, on parle de 2016. Et tu le dis, c'est curieusement cette fois-ci, c'est pas un peu tout le monde. Des fois, c'est un peu tout le monde qui en profite. Non, il y a un seul parti qui ramasse tout, là. Oui, le Parti québécois avec 35% des intentions de vote. Donc, c'est ce que récolte la formation de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est des sommets inégalés pour le PQ. Ça rappelle de ce côté-là l'époque où c'était Pauline Marois en 2012 qui avait des taux d'appui aussi hauts. Le taux de satisfaction aussi envers le gouvernement Legault qui a chuté. On passe à 32%, une baisse de 6 points. Du côté... En fait, c'est que pour la CAQ, et c'est ça qui doit être inquiétant, c'est que le taux de satisfaction était, appelons ça, en légère remontée. Si on repart il y a un an, là, il était ça, là, à peu près 32. Puis là, il y avait comme une mini-embellie pour la CAQ. Là, le taux de satisfaction avait remonté tranquillement. Puis là, tu recales. Là, c'est comme si ce qu'ils avaient fait en cours d'année comme progrès, parce que l'automne passé, c'était crise par-dessus crise, ça les avait coulé à des taux de satisfaction, à des bas-fonds. Et là, c'est comme si tout ce qu'il y avait de remontée ou de reconstruction est sur le point de s'effondrer. Pas beaucoup de mouvements pour les autres partis, là. Hein? Non, le Parti libéral qui est en pleine course à la direction, là, on peine à décoller. Québec solidaire, Parti conservateur, on perd chacun là, 1 point dans les sondages. Donc... dans le cas des libéraux, ce qui peut être encourageant, c'est Léger fait l'exercice de refaire le sondage sur les intentions de vote, mais en mettant un nom. Là. Si Denis Coderre était chef du Parti libéral ou si Pablo Rodriguez était chef du Parti libéral, et dès qu'on met un nom connu comme chef, encore plus Pablo Rodriguez, c'est encore plus vrai, là, tout à coup, le Parti libéral passe bon deuxième, là, devance la CAQ. Donc ça, pour les libéraux, ça doit être encourageant de dire, OK, là, on bouge pas, on est troisième, on stagne à 17%, mais si tu inclus un nom de chef connu ça peut changer. Ouais, dans le sondage, bon, ça reste un sondage hypothétique. Je me souviens que Jean-Marc Léger nous dit toujours d'être extrêmement prudent avec toutes les questions hypothétiques, mais quand même, si t'es libéral le matin, tu dois te consoler avec cette donnée-là. Oui, et comment on explique du côté de Léger là, pourquoi la CAQ est aussi bas? Bon, on évoque là, une succession de dossiers hyper difficiles pour le parti de François Legault et aussi l'impression là, chez le public que rien n'avance. Là, c'est comme ça que Léger explique ces mauvais résultats aujourd'hui pour la... Il se passe quelque chose avec le besoin du public, on dirait, la CAQ. Je sais pas, c'est comme s'il y a une espèce de fossé entre les deux. Je pense qu'il y a deux affaires. Comme le dit Charles, il y a une absence de résultats, amélioration des services publics, une difficulté à améliorer vraiment le fonctionnement des choses. Puis à mon avis, il y a eu une perte de crédibilité aussi dans des dossiers comme le troisième lien où tu changes d'idée bout pour bout. Ça fait que tu as un mélange de le public t'écoute de moins en moins. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus ce matin dans le journal, le public t'écoute de moins en moins. Puis, sur le fond, sur les dossiers, t'as de la misère à livrer les résultats. École Bedford, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, on savait que ça avait brûlé là, des directeurs, directrices d'école, un après l'autre, là, qui s'étaient succédés, mais on n'avait jamais entendu aucun de ceux-là. Non, et là, on le rappelle, là, dans ce dossier qui a énormément fait réagir cet automne, là, il y avait un groupe d'enseignants qui faisait régner un climat d'intimidation, d'humiliation dans l'école. Et on se demandait justement comment ces enseignants-là problématiques avaient pu sévir aussi longtemps. Donc là, ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire, comme tu viens de le dire, Mario, c'est que Marie-Laurence Delaney de l'agence QMI, elle a parlé avec une ex-directrice de Bedford. C'est la première fois qu'il y a un membre de la direction là, qui réagit. Et elle dit, cette ex-directrice, être intervenue une vingtaine de fois à l'époque où est-ce qu'elle était directrice. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des enseignants qui avaient des comportements qui étaient douteux. D'autres enseignants, ceux qui n'étaient pas dans le clan dominant, qui rentraient dans son bureau en braillant, étaient découragés. D'ailleurs, la plupart ont démissionné, pris leur retraite, ont quitté. Là. Exactement. Et elle, ce qu'elle dit, cette ex-directrice, c'est que dès 2017, elle avait sonné l'alarme, mais que personne lui a donné les outils pour agir. Cette ex-directrice s'appelle Lynn Robichaud. Oui, elle avait elle-même demandé une enquête,
ça lui a été refusé parce qu'on disait que c'était une situation qui était sensible. On préférait une autre approche. On peut aller écouter cette ex-directrice Lynn Robichaud. Bien, ça m'a été refusé en me disant qu'on préférait avoir une autre approche. Aussi en me disant que j'allais prendre ma retraite l'année suivante, que c'est dur sur une direction d'école. C'est vrai que ça peut être dur, là, un rapport d'enquête, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire et j'étais prête. Si tu demandes quelque chose, c'est parce que tu es prêt. Et mon adjointe aussi, et les deux, on voulait vraiment qu'il y ait un rapport d'enquête là, à ce moment-là. C'était lourd pour toute l'équipe. On est loin de la version précédente où personne ne savait rien. On dit qu'il y a 7 ans, la direction de l'école demandait déjà une enquête. Et donc, on avait choisi à ce moment-là de dire « Ouais, le sujet est délicat, on aime mieux. » Je pense qu'à ce moment-là, on craignait toutes les affaires religieuses. Et donc, on a préféré abrier ça. Quand tu te fais demander une enquête, tu refuses l'enquête, tu as des motifs pour refuser l'enquête, donc tu y as réfléchi. On est loin de... On n'était pas au courant, on n'avait rien vu, on ne savait pas ce qui se passait sur place. On continue à parler de ce documentaire sur les mâles alpha. Je ne sais pas si sur vos réseaux sociaux, moi, on a énormément parlé, réagi face à ce documentaire diffusé lundi à Télé-Québec. Où les influenceurs se présentent comme, au-delà de leur côté, de leur vision de l'homme et de la femme, se présentent un des deux, en tout cas, comme un entrepreneur important, un homme d'affaires prospère. Prospère et qui mène un peu une vie, la vie des gens riches et célèbres. Un de ces deux influenceurs qui a été présenté dans le documentaire Alpha, c'est Julien Bournival-Vaugeois. Il a été à plusieurs reprises en entrevue à Cube. Et où, dans ce documentaire, il défend justement son rôle de pourvoyeur familial. Ben voilà que ce qu'on apprend ce matin dans le journal de Montréal, c'est que l'influenceur est loin de mener justement cette vie-là comme il le laisse croire sur les réseaux sociaux, cette vie la vie des gens riches et célèbres. Il croule sous les dettes au point de frôler la faillite, d'être poursuivi par le fisc et de devoir vendre sa maison près de Québec. Et c'est pas des petites dettes là, dont on parle ici. On parle de 1,4 million de dollars. Parmi ses créanciers, Revenu Canada, Revenu Québec et plusieurs autres institutions financières, dont Desjardins, qui lui réclament 1,1 million de dollars. Donc, c'est ce qu'on disait, là, c'est un peu paradoxal parce que sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, cet influenceur masculiniste-là prône se parade là, en jet privé, se vend comme un entrepreneur à succès, prône là, les valeurs conservatrices, comme on l'expliquait dans le documentaire. Mais bon, de l'autre côté, il vit cette situation-là. Et puis il a même proposé... Ces dettes, c'est quoi? C'est le mode de vie trop élevé? Ben non, j'ai peut-être une autre solution. On les a à l'écran là, pour les gens qui nous regardent à la télé. Vous avez ces dettes. 40 000 American Express, 87 Revenu Canada, 67, c'est des 1000, 67 à Revenu Québec, 10 à la Banque nationale, 20 à la Ville de Québec pour des taxes impayées, plus d'1 million à Desjardins. Mais peut-être qu'une partie de la solution, ce serait d'avoir un revenu d'appoint dans la maison, que sa conjointe travaille aussi. Non, on peut pas. On peut pas. Mais non, les femmes, ça travaille pas, là. Ben voyons, Mario, ça fait le ménage. Ben, j'ai pensé à ça, moi, pour une solution, j'essaie d'être pratico-pratique. La poussière, elle va faire quoi? La vaisselle, ça se remplit pas tout seul? Chez nous, là, ma blonde touche pas au lave-vaisselle. Moi non plus. C'est pas moi qui fais à manger non plus chez nous. Oui, donc voilà pour la vie des gens célèbres, mais finalement pas si riches. Endettés, oui. Puis au fait, les codes d'écoute, ça se reflète. On parlait du documentaire, la Télé-Québec, les chiffres numéristes préliminaires sont sortis. On dit qu'il y a à peu près 238 000 téléspectateurs qui étaient au rendez-vous pour un documentaire comme ça, niché à Télé-Québec. C'est énorme. En fait, Télé-Québec dépasse pas souvent les 100 000. Ben, donc là, 238, c'est énorme beaucoup. Pour Télé-Québec. Et on ajoute également le visionnement en rattrapage. On est à un peu moins de 13 000 en 24 heures. À titre comparatif, par exemple, le documentaire de Léa Clermont-Dion, La peur au ventre, a pris 3 semaines à avoir le même type de chiffre. Donc, visiblement, c'est un enjeu. On a vu tout le monde déchirer sa chemise sur la place publique, peu importe le temps. Mais c'était bon pour Télé-Québec. Ça en a fait parler. Et je trouve que même, enjeu de société, débat de société aussi. Mais ce que je remarque, c'est que tout le monde, peu importe la position, a un ton hyper agressif. Je pense que si on veut trouver des solutions, il va falloir enlever une bûche dans le poêle là, pour être à l'écoute un petit peu plus. Trouver aussi pourquoi on a donné place à la naissance de ce mouvement-là. Essayer d'être dans la solution peut-être plutôt que dans l'attaque. C'est mon petit conseil du jour.
Bon. On le retient. Aux États-Unis, Donald Trump continue à former son équipe, mais là, il a répondu à une question que plusieurs se posaient parce qu'on disait Elon Musk qui arrive du monde des affaires. Quel rôle? On lui a promis un rôle important. Quel rôle on va lui trouver? Comment on va le placer dans la future administration Trump? On a des réponses. Oui, on avait beaucoup de questions par rapport à ça. Hier, le président a annoncé 9 nouvelles nominations, dont l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Il va être à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. On nous avait déjà donné quelques indices qui pourraient venir faire le grand ménage dans l'appareil gouvernemental. Et pour ce faire, il va être épaulé par l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy. Il était un de ses 2 rivaux pendant la campagne républicaine. Et là, dans un communiqué hier, Donald Trump a expliqué que le ministère va démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer dans les réglementations qui sont trop excessives, là, selon ce que lui et Elon Musk verront, couper aussi dans les dépenses inutiles. Couper, t'as vu combien? 2000 milliards, 2 trillions. Donc, l'objectif qu'il leur a fixé, c'est de couper. Je comprends qu'aux États-Unis, les chiffres sont plus gros qu'ici, mais quand même. Couper 2000 milliards dans les dépenses inutiles, c'est un beau défi. Un très beau défi. Et ce rapprochement-là, justement, entre les 2 millionnaires qui ont 25 ans de différence, je disais ça hier, ça n'a rien d'anodin. Musk a joué un gros rôle dans la campagne républicaine à coût de dizaines de millions de dollars. Et on les a vus, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, le soir de l'élection présidentielle à Mar-a-Lago. C'est parce que Musk est le seul des gens d'affaires ou organisateurs. Il y a une rencontre familiale et Musk est le seul invité. Donc, c'est comme s'il n'y en a pas d'autres, là. C'est comme s'il fait partie de la famille, plus que les organisateurs principaux, plus que les autres donateurs. Lui, il fait comme partie de la famille. Il était dans la photo présidentielle familiale le soir où c'est Donald Trump qui l'a invité. Quand je l'ai vu, la première version, je pense tout de suite le lendemain, là, j'étais sûr que c'était un montage. Il y a tellement de montages puis de gens qui font des niaiseries sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui a pris la photo là, avec un logiciel de photo. Il a pris la photo d'Elon Musk puis il l'a ajouté dans la famille. Puis je trouvais ça comique. Puis c'est comme dans les heures puis les jours suivants, j'ai comme compris. Non. Il n'y a aucun trucage. Là. C'était une affaire complètement familiale, mais il y avait un invité hors famille, c'est Elon Musk. Et sur la vidéo, justement, on le voit, Trump l'invité vient dans la photo, Ellen vient dans la photo de présidentielle, qui était la première photo qui a été prise après la victoire de Trump. Et là-dessus, justement, aux États-Unis aujourd'hui, Joe Biden, qui reçoit Donald Trump à la Maison-Blanche ce matin, le président et son successeur qui vont se rencontrer à 11h. Donc, on n'a pas encore dévoilé quel sujet allait être abordé, ni la durée, mais on assure que la passation des pouvoirs va se faire de manière pacifique. Mais sur Elon Musk, je pense qu'on avait le spécialiste des réseaux sociaux, Patrick White, qui, lui, il trouvait globalement que pour Trump, c'était un pas pire coup. Oui, donc, on récompense un loyaliste qui a quand même injecté 132 millions de dollars américains dans la campagne de M. Trump au cours des 2-3 derniers mois. Mais ça va être quand même compliqué. Là. Il n'est pas élu. Et qu'est-ce qu'on fait avec la gestion d'un réseau social de 600 millions d'usagers? Est-ce qu'on doit mettre ses actifs dans une fiducie comme on le ferait au Canada ou au Québec? Donc, ça va être, je dirais que des égos très durs à gérer, en fait. Il va y avoir une collision, inévitablement. Mais pour M. Trump, c'est un coup de maître. Ouais. Ben moi, j'ai hâte de voir. Donald Trump, présentement, semble beaucoup plus discipliné comme nouveau président qu'en 2016. D'abord, il parle pas. Ouais. Présentement, il fait pas de déclaration tonitruante. Là. Il nomme des gens. La plupart des nominations ont du bon sens. Mais dans le cas de Musk, c'est une espèce de bromance du moment. Là, c'est comme son nouveau meilleur ami. Et l'histoire nous a appris que Trump se tanne, là. Tu sais, se fait des nouveaux amis, il les aime, puis là, sur le coup, là, c'est l'ami du moment, puis il a raison sur tout, il est intelligent, il est fin, il pense comme moi, il est donc ben le fun, ce gars-là. Mais genre, quand l'individu en question le contredit, là, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup dans la vie de Trump, ce genre, de l'huile à mettre dans les engrenages. Quand ça marche plus, puis le meilleur ami, c'est aux poubelles. Et ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, Elon Musk prenne trop de place au goût de Donald Trump? Écoute, je pose la question, est-ce que dans 4 ans,
quand ils vont faire la photo de sortie de la Maison-Blanche puis la retraite de M. Trump, est-ce qu'Elon Musk va être encore sur cette photo? Il y aura peut-être un divorce. Ouais, posons-nous la question. Il y a la nouvelle patronne de Santé Québec, Mme Biron, qui donne des entrevues. Elle a donné, en fait, sa première série d'entrevues, dont une intéressante au journal. Là. Oui, donc elle dévoile un peu là, à quelques jours de son entrée en fonction. C'est à partir du 1er décembre que Santé Québec va devenir là, le plus gros employeur au Québec, va gérer... Tu me permets de faire une parenthèse? Oui, bien sûr. Les gens sont mêlés là-dessus. Les gens disent, ouais, mais déjà en fonction, on nous donne... C'est qu'il y a 2 étapes d'entrée en fonction. Elle est entrée en fonction il y a quelques mois. En avril dernier. C'est ça. Mais avec pour mandat de mettre en place Santé Québec. Donc, de recruter des gens, d'installer des bureaux. Mais on ne pouvait pas, le jour 1, lui confier la région de la gestion du réseau de la santé. Là, c'est un réseau qui ne peut pas être géré par des gens qui, la première semaine, n'ont même pas d'ordinateur dans leur bureau. C'est un réseau hyper sensible, hyper complexe à gérer. Donc, le moment où Santé Québec va vraiment prendre les commandes, c'est le 1er décembre prochain. Donc, ça aura pris, 7 mois, plus ou moins, là, la mise en place pour qu'on dise, OK, là, on pogne le volant, pas tellement entre les mains. Oui, bien, dans les derniers mois, en fait, elle a monté son équipe, elle a fait le tour du réseau, elle a relevé qu'est-ce qu'on doit repenser. Et là, pour ses entrevues hier, elle a présenté ses priorités. Elle veut donc améliorer l'accès aux soins, donc moins d'attente, des soins qui vont être plus humains, augmenter aussi l'efficacité, on s'en doute, et s'attaquer au problème, elle dit, à la source. Selon elle, Santé Québec va permettre de réduire les dédoublements. Elle veut pas qu'on voit Santé Québec comme une structure de plus. Quand elle dit une structure... Ce qu'elle dit, c'est qu'on va enlever 30 structures. C'est 30... Les 6 et les 6. Exactement. C'est les 6 qui opèrent, selon elle, de manière individuelle. Donc, on veut les faire travailler dans la même équipe pour qu'il y ait moins de dédoublement. Autre défi majeur qu'elle a souligné, 75% des patients non urgents qui se présentent aux urgences ont un médecin de famille qui n'arrive pas à rejoindre. Elle note aussi que 180 salles de chirurgie sont actuellement inutilisées, alors que 160 000 Québécois attendent une opération. À suivre le 1er décembre. Non, mais pour les constats, j'ai rien à critiquer. C'est juste qu'on les sait déjà, ces constats-là. Avec la démonstration qui reste à faire, c'est que cette organisation moins politique, qu'on espère, plus indépendante du gouvernement, va vraiment opérer de la vraie gestion pour que ça change. Parce que les constats... on aurait fait une entrevue avec Christian Dubé il y a 1 an. Il aurait dit les mêmes constats. Exact. Même ce que tu viens de nous dire, même constat. Ils auraient fait. Comment Santé Québec va faire changer ça? J'essaie de rester optimiste. Une étude du National Post, une étude révélée dans le National Post sur la situation on prend une grande banque alimentaire à Toronto, mais qui donne à réfléchir sur ce qui se passe ailleurs. Oui, parce qu'on parle beaucoup ici de ce qui se passe dans nos banques alimentaires, mais dans une grande ville comme Toronto, on a observé ce qui s'est passé en 2023 et 2024. Et on a, pour cette banque alimentaire, enregistré un nombre record de 3,4 millions de visites. C'est 1 million de plus que l'an dernier, que l'année dernière. Donc ça, c'est le phénomène connu, une explosion du recours aux banques alimentaires. Et 4 fois plus qu'avant la pandémie. Et point majeur dans cette étude, c'est que 80% des nouveaux utilisateurs sont des personnes qui sont installées au Canada depuis moins de 5 ans. Ouais. Et c'est un peu c'est cette critique qu'effectivement, on laisse entrer des gens, on accueille beaucoup d'immigration qui, pour une partie, on les accueille ici, mais on n'est pas capable de les accueillir. On leur fournit pas un travail. Ils se ramassent aux banques alimentaires. Je serais curieux d'avoir les chiffres pour Montréal parce qu'on nous martèle qu'il y a une augmentation du recours aux banques alimentaires, puis c'est dû à l'inflation. Je suis sûr que c'est en partie vrai. Je pense qu'il y a une autre réalité des fois qu'on n'ose pas dire. Là. C'est que beaucoup des nouvelles personnes qu'on a accueillies se trouvent pas un travail ou se trouvent pas un travail assez payant et que finalement se retrouvent dans la misère humaine qu'on a déjà, puis qu'on a déjà de la misère à fournir les services. Là. Les intègrent pas bien, effectivement. On a vu que la situation en France aussi se ressemble drôlement. Ouais. C'était un autre éclairage. Disons, mais peut-être qu'on aura les chiffres, les mêmes chiffres pour Montréal. C'est quoi la proportion là, des nouveaux demandeurs dans les banques alimentaires qui sont des arrivés récents? Au culturel, je pense que pour les prochains jours au culturel, c'est Taylor Swift.
Taylor Swift. Et encore Taylor À Swift. pleine page dans toutes les pages culturelles des journaux du Canada. C'est tous les angles de l'arrivée de Taylor Swift parce que là, c'est demain soir le premier concert. Et ça fait des mois que la ville de Toronto se prépare. On en parlait hier. Ils ont même créé le Taylor Swift Way. Donc, ils ont changé temporairement le nom de certaines rues. D'ailleurs, ces 22 panneaux-là vont servir justement ensuite à être vendus pour les banques alimentaires. Ils vont redonner cet argent-là aux banques alimentaires. Donc, il y a déjà un souci là, avec les chiffres dont tu nous mentionnes. Maintenant que Toronto a tout fait là, pour augmenter son offre de transport en commun, pour augmenter la sécurité, c'est les fans là, qu'il faut qu'ils se préparent. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a à peu près 500 000 visiteurs qui sont attendus à Toronto. C'est pas tout le monde qui va voir Taylor Swift. Je comprends qu'il y a des gens, des touristes, qui sont venus à Toronto pour la venue de Taylor Swift, mais qui n'ont pas de billets. Non. Ils veulent juste être dans la même ville que Taylor Swift. Je pose la question. Oui, c'est une vraie question et c'est... Je porte pas de jugement, là. J'ai surpris quand même, Mais il y a une frénésie, là, parce que présentement, il y a déjà la merch, qu'on appelle la marchandise, qui est en vente, même que plusieurs Swifties ont décidé d'aller tout de suite s'acheter des chandails pour être sûr de ne pas y aller la journée de l'événement, pour pas être trop nerveux, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais Isabelle, si j'avais mon billet, là, je peux comprendre. C'est comme aller au Super Bowl, c'est un événement, t'achètes un chandail, puis là, l'apogée, c'est quand tu vas assister au spectacle. Mais tu viens dans une ville où les chambres d'hôtel coûtent 2 fois le prix, coûtent 1000-2000 pièces la chambre. Tu viens dans une ville qui va être engorgée pour t'acheter justement un T-shirt ou un chandail que tu aurais pu commander en ligne, juste pour dire, moi, je suis dans la ville. Au moment où Taylor Swift est là, moi, je suis là. Mais je la verrai pas, je verrai pas le show. Je sais pas, il y a un bout qui m'échappe. Ben, si t'es proche. Moi, si je vivais proche de Toronto, je pense que j'irais faire mon tour pour voir, pour parler avec les gens, pour comprendre le phénomène. Moi, au Québec, j'irais pas à Toronto, là, me payer un trip de même. J'ai pas ce temps-là. Mais si j'étais proche de la ville, j'irais peut-être faire un tour. Okay. Mais je comprends ton point. C'est sûr que ça fait beaucoup, mais le phénomène est gros aussi. Donc, c'est 6 soirs de spectacle. Les premiers vont commencer jeudi. Il y en a 3 autres la semaine prochaine. Faut dire également qu'au Rogers Centers, ils ont investi presque 8 millions de dollars pour augmenter le réseau 5G. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de photos qui vont être prises. Les gens vont être sur leur réseau. Je dis ça comme ça. Ah ouais? 8 millions quand même. Faut que tu fasses une story aussi. T'as pas le choix. Hey, les amis! Ben, c'est parce que si t'as pas mis ça sur les réseaux, ça n'existe pas. Plus qu'une. Marianne qui sera là samedi, mais sauf plus qu'une. Ah oui. Mais... Tu vas être là vendredi. Si tu n'as plus... Tu seras pas avec nous vendredi matin, tu vas être en route vers Toronto. Elle nous abandonne. Là, c'est parce que Marianne nous parle dans les oreilles pour ceux qui n'entendent pas Marianne présentement. Marianne ne sera pas avec nous. Ni Florence, la recherchiste d'Isabelle Maréchal. Donc, on sera bredouille. Parce qu'ils ça va être un cube radio 99.5 Montréal affaibli vendredi. Parce que ses ressources, ses ressources les meilleures seront parties voir Taylor Swift. Mais Jean-François va être là en vélo. La Taylor Swift Mania, c'est ça que ça fait. Ça dénude les gens de leur effectif. Il y aura peut-être beaucoup d'absents au bureau vendredi, mais on aura quand même des témoignages en direct. On sera là pour vous. On va suivre ça pour vous. Merci, Marianne. Et Charles, au soccer canadien, il fallait bien dénouer cette histoire qui avait été la honte pendant les Olympiques d'espionnage par drone. Et il y a des têtes qui ont roulé. Oui, on avait utilisé un drone pour filmer une séance d'entraînement, l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Hier, la décision est tombée. L'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de soccer féminin qui a été officiellement congédié à la suite de cette enquête indépendante là, sur ce scandale d'espionnage qui avait éclaté aux Jeux de Paris cet été. Donc, Bev Priestman qui a été démis de ses fonctions. L'entraîneuse adjointe Jasmine Mander et l'analyste Joseph Lombardi ont également été remerciés par Soccer Canada. En fait, je pense que Lombardi, lui, il a même pas voulu faire face à la musique. Il a carrément... il a démissionné avant qu'on le démissionne. Il est parti, exactement. Donc, c'est 3 personnes qui perdent leur poste.